C'était le jour de mon anniversaire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'entrais dans mes 18 années. Nous étions le 3 septembre 1942 et nous étions à Stalingrad. On peut dire qu'ici, c'était l'enfer. La neige épaisse recouvrait à peine le sang transpirant de ces milliers de cadavres qui flottaient dans les rues. L'odeur de la mort effaçait celle des fleurs du balcon et les larmes coulaient sur nos joues froides. Cette image apocalyptique était la première d'une longue série d'épouvante et d'horreur. Avant cette foutue guerre, j'habitais en Pologne avec les miens. Mon papa était un excellent père de famille et un banquier remarquable. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur l'art des affaires. S'il n'y avait pas cette sale guerre, j'aurais été à la tête de la banque familiale. Ma mère était la plus belle des mamans. Je lui dois tout. Grâce à elle, je sais ce que doit faire un homme bien, même dans les moments difficiles. Comme elle le disait souvent, même dans la misère la plus complète, tu dois toujours rester droit dans tes baskets et ne pas détester ceux qui réussissent leur vie. Tu ne dois jamais voler, tu ne dois jamais tricher. Et si tu n'as pas de ticket pour prendre le train, alors prends de bonnes paires de chaussures. Ma ville natale a été la première ville envahie par l'armée nazie. Quelques mois plus tard, mes parents ont été fusillés car ils refusaient de porter une étoile jaune. On me demande souvent comment je fais pour encore croire en Dieu après ça. Je réponds que sans Dieu, je n'aurais pas pu survivre. Après ce drame atroce, je suis parti pour la Russie. Je n'ai pas été accueilli les bras ouverts, non. Ici, les gens sont assez rustres et n'aiment pas trop les intellectuels. On m'a enroulé dans l'armée rouge, formé comme infirmier et jeté en première ligne. Stalingrad, c'est véritablement l'enfer ici. Mais j'ai fait tout mon possible pour sauver les vies. Les obus allemands martèlent nuit et jour l'armée rouge. La mort était présente à chaque instant. Notre hôpital de fortune, situé non loin de Stalingrad, a été vite saturé par les morts et la souffrance. On était 4 infirmiers, 2 médecins généralistes, dans des tentes pas plus épaisses que la lingerie en dentelle. Pour unique chauffage, nous avions un vieux poêle en charbon tout rouillé. Chaque minute, c'était des centaines de soldats russes qui passaient notre porte, soit avec les pieds devant, soit avec les entrailles pendantes. Je me donnais à 100% pour soulager les souffrances des soldats russes, mais leur regard sur moi se faisait toujours haineux et rustre. C'est peut-être à cause de mon âge, de ma culture ou de mes origines. Mais finalement, pour moi, le plus important était de sauver les créatures de Dieu, même si ces créatures étaient des véritables monstres. Parmi eux, il y avait un soldat russe qui se montrait particulièrement lourd, épais et détestable. Il semblait être sans culture, sans aucune éducation. C'était un homme qui venait de l'Oural pour servir de gibier aux généraux russes. Cet homme vulgaire et méchant passait ses jours de permission à violenter et violer de jeunes filles innocentes. Mais dans ce monde de brutes et de monstres, je fis la connaissance de l'un de mes compatriotes, un jeune Polonais de 18 ans. Il s'était engagé comme moi dans l'armée soviétique pour combattre les nazis. Sa blessure n'était pas si grave. Une balle lui avait traversé le pied gauche. Pendant que je le soignais, il me raconta ses rêves et ses désirs. Je m'étais pris d'affection pour ce jeune homme bon, avec des rêves simples, plein la tête. Après mon service, on passait des heures à discuter de tout et de rien. Ces discussions devenaient mon oxygène et auprès de lui, la cruauté de la guerre était moins dure à avaler. Quelques jours plus tard, je découvris avec effroi
que mon ami portait les symptômes de cette maladie qu'on appelle le tétanos. Le médecin-chef me rassura, tout allait bien, il nous restait des doses antitétaniques. Il me conseilla tout de même de le mettre à l'écart. Ces tensions musculaires terrifiaient les autres blessés. Je le mis donc dans une petite tente, sans chauffage, loin du camp de base. Un autre problème parvint rapidement. Le violeur soviétique développa les mêmes symptômes que mon ami. Et très vite, on se retrouva en manque d'ampoules antitétaniques. C'était catastrophique. Il fallait faire un choix. Un homme allait mourir par cette décision, et pour mon plus grand malheur, c'était à moi de faire le choix. Les médecins m'avaient accordé leur confiance car ils étaient trop occupés à la chirurgie. Je devais décider qui allait mourir ou vivre selon mes propres critères, l'urgence, la jeunesse, la famille, l'ancienneté, etc., plein d'autres conneries comme ça. C'était évident que mon cœur allait choisir mon compatriote polonais. Il était si gentil, si souriant et cultivé, tandis que le barbare russe, avec son corps massif, était rustre. Il n'avait pas de conversation, il ne savait que grogner comme un vulgaire porc. Il était bête comme ses pieds, surtout. C'était un violeur, un tueur sanguinaire. Le choix était évident et c'est pour cela qu'il n'était pas simple. Je savais que toute ma vie, j'allais regretter ce choix. Ma décision prise, je rejoignis mes deux patients dans leur tente séparée des autres, avec dans ma main droite l'unique ampoule antitétanique qui me restait. Le soviétique ronflait à se faire péter les artères tandis que l'adorable Polonais me souriait. « C'est l'heure de ma piqûre antitétanique, dit-il, en se frottant les mains. Celle d'hier m'a fait le plus grand bien, je me sens revivre. » Il se redressa sur son lit et posa son oreiller contre son dos. « Avec cette nouvelle piqûre que vous allez me faire, je suis certain de ma guérison. » Mais soudain, il aperçut rapidement que mon visage n'était pas comme d'habitude. Il devait être tendu par cette lourde responsabilité. « Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. » Il essaya de se lever, mais il était encore trop faible. « Vous n'avez plus d'ampoule antitétanique, c'est bien ça? Dites-le-moi, j'ai le droit de savoir. » « Ne vous inquiétez pas, dis-je doucement. Nous avons encore de nombreuses ampoules en pharmacie. Tout va bien. » Il ne m'a pas cru. Il savait au fond de lui que quelque chose n'allait pas. « Dites-moi ce qui ne va pas. Je suis certain qu'il n'a plus d'ampoule dans votre pharmacie de malheur. Vous mentez. » Je m'assis sur le lit. Il se poussa légèrement pour me faire une place. « Tu as raison, tu as raison. Il ne reste qu'une ampoule. Je peux sauver qu'une personne. » Un silence s'installa. Il me regarda longuement. Je pense qu'il comprenait ma souffrance intérieure. Il comprenait que j'avais un choix à faire. Soudain, le barbare russe, qui semblait dormir, se retourna. « Donnez-lui le médicament. Donnez-le aux jeunes. » Je leur dis à tous deux qu'on allait trouver une solution, que personne n'allait mourir aujourd'hui. Mais personne ne m'a cru. « Non, laissez les jeunes vivre. Moi, je suis trop vieux et je suis pas une bonne personne. J'ai fait des choses mal dans ma vie. Je ne mérite pas de vivre une seconde de plus. » J'étais surpris, j'étais bouleversé d'apercevoir de l'humanité dans ce monstre. Cette sale guerre est terminée depuis 40 ans et toutes les nuits, le visage de ce soldat russe me hante. Malgré cela, je suis un homme comblé. J'ai rencontré la femme de ma vie, elle m'a donné 3 beaux enfants, et depuis 6 ans, je suis grand-père. Après ce terrible choix, et après la reconstruction de l'Europe, j'ai laissé tomber la médecine. J'ai repris mes études. Je suis devenu avocat et depuis 10 ans maintenant, je suis juge dans ma petite ville. Je choisis qui doit aller en prison et qui doit rester avec sa famille. Ce sont toujours des décisions lourdes à prendre, mais
Je ne tue plus de gens. La peine de mort est abolie dans notre pays depuis peu, et c'est tant mieux. Aujourd'hui est un jour attendu par des milliers de parents, les parents des victimes, comme on dit. Aujourd'hui, je vais condamner un monstre sanguinaire, le boucher de Varsovie. C'est comme cela que l'a surnommé la presse. Ce monstre sans visage, car il ne porte un masque sans visage, a violé, massacré, découpé et tué des milliers de filles. Ce monstre a opéré dans toute la Pologne depuis 40 ans. La première fois que j'ai eu accès à ce dossier, mon estomac n'a pas tenu le choc. J'ai vomi pendant 2 jours. Ce monstre aimait découper ses victimes membre par membre, puis il les donnait aux bêtes. Les photos de cadavres démembrés ont failli me pousser à la démission. Mais je devais arrêter ce monstre. La presse est là. Les familles des victimes et les avocats pénètrent dans mon tribunal la boule au ventre. Puis, c'est au tour de l'accusé de rentrer. Ce monstre est accompagné par des dizaines de policiers lourdement armés. Il se met à sa place, dans une cage en verre. Je lui fais signe de rester debout. Dans un silence de plomb, je lui ordonne d'enlever son masque. Les gens dans mon tribunal retiennent leur souffle. C'est la première fois qu'ils vont voir le visage du meurtrier de leurs enfants. Le masque tombe et laisse apercevoir un homme grisonnant. Étrangement, son visage transpire la douceur et il me sourit. Je reconnais ce sourire. Une chair de poule froide me saisit le corps. Ma tête tourne. J'ai peur, je vais m'évanouir. Je regarde longuement ce visage. C'est le visage du Polonais dont j'ai sauvé la vie il y a 40 ans. Ce salaud est le boucher de Varsovie. Et je viens de comprendre que c'est mon choix qui a tué ces milliers de femmes.